Dans l'épisode du jour, Tesla est enfin dans le top 10 des meilleures ventes aux États-Unis. La Chine veut à tout prix aller vers la voiture autonome et électrique et également une voile solaire qui va nous amener vers l'infini et au-delà. C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point sur ces nouvelles technologies qui vont disrupter notre quotidien pour un avenir plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et aujourd'hui pour cet épisode 1 de la saison 2, j'accueille notre ami Mathias. Hello Mathias, Matt sur Mars. Comment vas-tu? Comment allez-vous, chers auditeurs? Je vais très très bien, je suis super content d'être avec toi de nouveau pour ce podcast qui avait super bien marché à l'époque. Beaucoup de gens m'ont dit « Il est où? Quand est-ce que vous recommencez vos vidéos ensemble ?» Eh ben voilà, c'est la première de la saison 2 aujourd'hui, je suis très content. Quoi de neuf depuis tout ce temps? Eh bien, je commence à prendre mes ailes dans le côté business en tant que business développeur et notamment dans l'industrie automobile des voitures électriques. Donc ça, c'est parfait. Je suis dans le domaine, donc c'est une passion qui se concrétise. Et puis on maintient toujours le cap avec Matt sur Mars, au-delà des étoiles, apporter des projets innovants et puis toujours parler de toutes les industries, de tous les pays, France, Europe, Chine, Asie, bref. J'essaye de faire voyager le maximum de personnes. Super. Et de toute façon, le lien vers ta chaîne est en description. Nous, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de la voiture électrique dans le monde, en Europe, des nouveaux projets. On va parler forcément de Tesla. Il y a beaucoup de choses pour cette rentrée. Ça va être super cool. On va parler aussi de spatial. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre. On va reprendre nos lives. On commence tout de suite parce qu'on a énormément de trucs à voir en ce moment, les amis. Je vais te poser la question, à ton avis, Tesla serait ranké combien en 2022? À peu près 13, 12. 13, 12. On va voir ça ensemble. On va faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Alors, on bascule ici. Le numéro 1 aux États-Unis, ça a été très souvent le F-150, enfin F-Series d'ailleurs, 650 000 voitures vendues. Okay, donc, ils ne sont pas premiers. Tesla n'est pas premier. Bon, c'est un petit peu facile à savoir. En numéro 2, on remonte. On a le Chevy Silverado, 500 000. Toujours des gros pick-up. On continue avec un gros pick-up. Les pick-up Ram, 470 000 quasiment. Ah, encore un pick-up, Toyota RAV4. Normalement, le Toyota RAV4, si je ne dis pas de bêtises, c'est la voiture la plus vendue au monde. Okay, donc, c'est 400 000 aux États-Unis. Toyota Camry, qu'on n'a pas chez nous, mais qui est un best-seller là-bas. Et que vois-je en numéro 6? Oh là là! Le modèle Y, si on peut dire le modèle Y, 650 000, un petit peu plus, 653 000. Je rêve ou il y a quelques années, il ne les produisait même pas dans le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'étonne pas pour le modèle Y. Surtout aux États-Unis, c'est un truc qui est plus gros que la modèle 3. Donc les gars, c'est des Américains. Ils veulent toujours plus gros. Donc ils disent, bon, j'ai ma modèle 3, je vais passer sur le modèle Y. C'est plus gros, c'est plus confortable pour la famille. Puis si c'est une plus grande famille, tu as le modèle X. Ça ne m'étonne pas pour le modèle Y. Maintenant, à voir où est la modèle 3 dans le classement. Ben justement, mais tu vois, toutes ces voitures, la grande Cherokee et tout ça, c'est des voitures qui sont super connues aux États-Unis, qui se vendent par paquet, tout ça. Même la Corolla, tu vois, ils sont devant. C'est un truc de fou. Et la Model 3, elle est pas loin, elle est là. Elle est la 15e, avec 190 000 voitures vendues. Ça commence à plus rigoler, là. Tu vois, on se foutait de la gueule de Tesla. Ouais, c'est un petit nouveau, mais là, ça commence à avoir de la gueule. À ton avis, je vais donner mon avis après, où est-ce qu'il pourrait être en 2023? Puisque c'est le début d'année, on fait les pronostics. Tu vois placé où dans le classement, la modèle Y, là? Dégringoler, continuer à monter? Non, je pense continuer à monter, peut-être 5, 4e place. Ce serait peut-être l'objectif. Ouais. Pour la modèle 3, je sais pas. Enfin, franchement, peut-être une perte de puissance pour la modèle 3 par contre. Je pense qu'elle va un petit peu descendre au niveau du classement. Ah, ok. Mais modèle Y, je pense que ouais, elle va pouvoir se
prendre de nouvelles places, peut-être un Hmm. jour première place. Wow. Ah, c'est dit, c'est dit. Moi, je pense clairement que la Camry l'année prochaine, enfin, à chiffre égal, hein, on verra comment le marché évolue. Peut-être que la Camry va monter, enfin, on n'en sait rien, mais le chiffre de 295 000, à mon avis, il est largement atteignable avec la Giga d'Austin. Est-ce qu'ils arriveront à taper jusque-là? Peut-être pas cette année, mais je pense que, tu vois, le top 3, je le verrai bien. Je le verrai bien. Bon, on verra ça. Il n'y a que l'avenir qui nous dira. Mais en attendant, on va changer de marché. On va aller en Norvège. Et là, la Norvège, ça rigole pas parce que on a eu les chiffres des ventes. Et regardez bien ça, regarde-moi ça. On est à 79% de voitures électriques en Norvège. Alors, pas électrifiées, mais pures électriques, telles qu'on le conçoit avec des batteries. C'est astronomique, c'est hallucinant. Et si on rajoute les voitures hybrides rechargeables, regarde ce qui reste pour les voitures à essence qui sont chez nous encore légion. 3,6% pour l'essence, 3,1% pour le diesel. Euh, la messe est dite. Bah, tu vois, je vais encore dire, ça se concrétise, mais c'est quelque chose que l'on voyait déjà depuis longtemps. On sait que la Norvège et la Suède, bon, la mobilité électrique, c'est au cœur de ces pays-là, tous les pays nordiques. Et là, on a enfin des stats qui appuient cette vraie transformation. À terme, bon, dans ces pays comme la Norvège, toutes ces voitures thermiques, ça sera ciao. Ouais. Ils sont déjà à 20% de voitures sur les routes le parc est à 20% électrique. Et, ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. Tu vois, moi je pense que l'objectif 2035, 100% électrique, pour moi, il sera atteint largement parce que qui en 2032, 33, même 30 va acheter une voiture thermique, sachant qu'elle sera invendable après dans 5 ans. Donc, moi, je parle déjà avec des gens qui me disent ma prochaine, elle sera électrique parce que en 2030, on ne pourra pas la revendre, tu vois. Donc, on y est largement. Mais si on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte qu'on est aux alentours de. Allez, on a 5-6 ans de retard par rapport à la Norvège. Donc, je pense qu'on aura la même courbe d'acceptation. Et il y a encore plus de voitures qui seront en vente. Donc, je m'attends à ce qu'on ait très, très vite plus de 50% du parc qui soit 100% électrique. On a les chiffres en Allemagne. 55% en décembre étaient électriques. Modèle 3, modèle Y en tête en décembre. Bonjour. On compte les voitures électriques et les plug-in aussi, hein. Mais rien que les voitures purement à batterie, on est à 33%. C'est plus les 2% qui étaient le cas avant le Covid. Je me rappelle quand on faisait les vidéos, on était à 2% en France, tu te rappelles? Mais surtout que ça a évolué en 3 ans. Ouais. La mentalité autour des véhicules électriques, ça a totalement changé. Il n'y a plus de justification autour. Ah oui, il n'y a pas d'autonomie ou Hmm. c'est très rare maintenant que tu te justifies sur ça. Par contre, c'est toute la partie du recyclage des batteries où Ouais. là, c'est des sujets qui sont encore plus ancrés parce que c'est autour du sujet des minerais que tu vas aller collecter un C'est petit vrai. peu de partout. C'est là où il commence à plus piquer les détracteurs Hmm. sur ces Hmm. sujets-là. Mais Ouais, ouais. finalement, on voit qu'avec l'évolution des batteries, on a cette résolution de problème qui est là. Donc on a quand même Ouais. les stats, elles suivent la mentalité actuelle. Mais c'est vrai que sur la machine en elle-même et son utilisation, il n'y a plus trop de freins, exactement. Même en France, hein, tu vois. Bon, on s'est fait dépasser par l'Allemagne avant. On a toujours été en avance sur l'Allemagne par rapport à la voiture électrique. Mais maintenant, avec Volkswagen, Ouais. Volkswagen Group qui s'y met, ils ont une grosse cadence et une grosse ligne de produits de voitures, hein, ID3, ID4, ID5, tout ça. Mais nous, on est quand même à 25% non, 15% de voitures électriques sur décembre et 25% au total sur les voitures branchées. Donc, malheureusement, on prend du retard sur les autres. Voilà, ça c'est encore un petit truc français. Ça serait bien que ça ne dure pas trop longtemps. Si je prends le UK, pareil, hein, le UK, voilà, ils sont à 32%, un peu comme l'Allemagne, de voitures purement électriques. Donc voilà, le marché se développe, même si voilà, il y a un petit peu d'hétérogénéité. Mais je pense qu'on va tous arriver très, très vite vers des 50%. Peut-être pas cette année, mais à mon avis l'année prochaine. Si tu le permets, alors, je vais te dire le nombre de ventes de Tesla. Ils ont fait 1 313 851 voitures vendues l'année dernière. C'est pas mal. Surtout que C'est pas là, mal. avant les fêtes, ils étaient dans un rush en train d'écouler les stocks qu'ils avaient en sortie d'usine. C'était en pleine cadence, bah, comme chaque année, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Le rush là de fin d'année, il est toujours intense où tu vois tout le monde J- qui va chercher son modèle, il livre, il J'ai une livre, il livre. petite anecdote. C'était le 31 décembre, je crois, hein.
pas dire de bêtises, 30 ou le 31, un truc comme ça. Je crois que c'était 31. Je suis allé au Tesla Center, juste à côté de chez moi, à Mandelieu, là. Et ils avaient 6 camions qui étaient à l'arrêt parce que les chauffeurs avaient fini leur journée de travail, machin. Ils ont envoyé 6 personnes aller chercher des camions pour remonter les voitures dans la journée pour qu'elles soient livrées avant la fin de la journée. Tellement qu'il fallait absolument en speed jusqu'au 31. Ça nous emmène à la question du jour, question de la semaine. La question qu'on va vous poser, vous pouvez d'ores et déjà aller mettre pause peut-être sur cette vidéo et aller sur la section, l'onglet communauté de la chaîne. La question va être assez simple. Est-ce que vous pensez que Tesla va faire 50% de croissance en plus cette année et arriver à 2 millions de voitures vendues en 2023? Oui ou non? On débriefera de vos réponses la semaine prochaine. En attendant, qu'est-ce qui se passe du côté de la Chine, mon ami Mathias? Tu as le salon de Guangzhou. C'est un salon automobile, c'est la 20e édition. Judy, c'est une marque qui est un consortium entre deux acteurs, Geely et Baidu. L'objectif avec eux, c'est d'arriver avec une voiture 100% autonome, parce que leur vision sur le marché, c'est OK, il y a des voitures électriques, mais eux, ils veulent toujours opter sur l'IA, sur la mobilité autonome. Vous avez un véhicule là de 100 kWh en termes de batterie. Sur leur cycle chinois, c'est du 700 km, mais ça, c'est des détails plus autour de comment le véhicule il roule. Mais sur la partie tech, c'est développé avec Baidu, c'est le Google chinois. Eux, ils ont développé une IA, c'est Apollo. Donc, ils se chargent de la partie de conduite autonome. Mais la voiture, pour qu'elle soit ultra connectée, eh bien, ils utilisent des satellites. Et c'est la marque Geely qui commence à déployer des satellites en orbite à travers des lanceurs commerciaux en Chine. On Wow. pense à Galactic Energy avec les CRS. Donc, c'est vraiment Galactic Energy, c'est actuellement la startup qui est en train de décoller dans le New Space. Eh bien, ils construisent cette constellation. On pensait à des moments à Starlink pour Tesla. Et finalement, en Chine, ça se concrétise, le lien entre l'espace et la conduite autonome terrestre et tout cet univers IoT. C'est incroyable, hein. Et on a l'impression que tout ce que fait Elon Musk finalement coïncide avec ce que va faire le marché derrière. Tu vois, il se lance dans la voiture électrique, dans la voiture autonome, dans les satellites et tout ça, ça s'emboîte. Alors que pourtant, on pense pas forcément à voiture électrique, satellite. Mais il n'est pas le seul à le faire finalement. Bah après, c'est finalement la croissance du marché des microsatellites, hein. Là, juste à titre, si on passe sur l'actualité de transporteurs, Mhm. devine combien de satellites ont été déployés en seulement, même pas en quelques heures, juste en un lancement. Je sais pas, quand ils envoient les trucs avec Ariane, ils arrivent à mettre trois satellites, deux satellites, deux charges utiles, un truc comme ça? Ouais, des fois sur Ariane 5, même c'est un en fonction de la Ouais, taille. du poids, ouais, ouais. Sur du Vega, ça peut monter à 5. Sur Mhm. Falcon 9, c'était 114 satellites. Donc le but, c'était la mission Transporter 6. C'était début janvier. C'était même le 3 janvier. Première mission de l'année, premier décollage de l'année. 114 petits satellites. Alors là, on est sur des très petits satellites. Ça fait la taille d'une boîte à chaussures en moyenne. Mhm. 5 kilos à peu près. Ce qu'on Et appelle les CubeSats, c'est ça? c'est ça. Il y a des CubeSats. Après, tu as d'autres types de satellites. Mais on est vraiment sur une partie légère. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent envoyer du volume. Mais par contre, ça reste toujours impressionnant. Tu as 114 satellites. Donc ça veut dire que tu as un vrai volume, une vraie demande au niveau des lanceurs qui est présente. Par contre, ce qui est très intéressant dans ce type de lancement, c'est que tu as toujours, mais toujours des startups innovantes ou des projets qui vont révolutionner le monde. Et là, je vais te demander, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Unseen Labs? Non, j'avoue. Eh bien, Unseen Labs, c'est tout simplement ça. C'est un CubeSat. Ils produisent des CubeSats qui se nomment Bro. Et l'objectif, c'est que ces CubeSats vont être en orbite autour de la Terre et ils vont pouvoir géolocaliser, enfin, comprendre où il y a des navires. Donc des navires qui ont désactivé leur transpondeur. Donc on parle de navires Bien. pirates, de navires qui vont aller faire de la pêche illégale. Donc ça sert les autorités et d'autres compagnies maritimes qui veulent traquer des données. Et tout cela en se focalisant sur les émissions radiofréquences. Et c'est une technologie qui est brevetée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est français. C'est une start-up qui est à Rennes, Ah, donc Cocorico. Et puis, dans cette partie plutôt révolutionnaire, il y avait Gamma. Alors, Gamma, c'est une hmm. start-up française qui produit la voile solaire. Ça fait. Voilà. Attends, tu sais combien ça fait en termes d'épaisseur, ce truc? Je sais pas, ça fait un millimètre. 2,5 microns. Ah putain. Ok. 2,5 microns. Là, c'est une voile sur un satellite
C'est un petit CubeSat. On est sur une surface déployée d'à peu près 37 mètres carrés. Donc, Hmm. ça rentre dans un petit tube, en fait, hein. Ouais, Ici, tu vois bien le déploiement. Cette partie-là, c'est la partie pliée. Et ensuite, le d'accord. CubeSat, il déploie sa voile. Et Déploie, voilà. l'objectif de la voile solaire, son objectif, c'est qu'elle va réfléchir les photons, donc présents dans la lumière, et le truc, il va avoir une impulsion. Donc en fait, tu peux Hmm. te déplacer dans l'espace à partir du Soleil sans dépendre des propulsions que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire chimiques et électriques. Donc c'est-à-dire que le Soleil peut propulser des charges utiles comme des sondes. Et là, l'ambition Wow. de Gamma, c'est de rester sur cette expérimentation en orbite terrestre, mais à terme, 2026, ils veulent atteindre Vénus avec une sonde équipée d'une voile solaire sans toute cette partie propulsion qui coûte de l'argent et ça prend du temps à développer. Et ça, c'est un concept ou ça existe ou ça a été lancé? Pas bien compris. Là, actuellement, ça a été lancé sous Transporter 6. Le satellite Alpha, Donc enfin Alpha, c'était dans le c'est ça. package de SpaceX le 3. Il y avait C'est ça. plein de gens différents parce que souvent ils font avec Starlink, ils envoient leurs 50 petits Starlink. Mais là, il y avait plusieurs gars dans la. Enfin, plusieurs clients, Ouais. quoi. Plusieurs clients, plusieurs charges. Tu avais même des C'est taxis dingue. orbitaux, c'est ce qu'on appelle des OTV. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as 114 appareils, tu peux pas les disperser où tu veux. Il faut faire des choix. Donc tu mets un petit satellite qu'on appelle un ETV, c'est un transporteur. Lui, son objectif, en fait, c'est une autre entreprise qui va avoir ce rôle d'aller emmener ses clients sur le point défini qu'ils ont défini à travers les accords commerciaux. Donc en fait, autour des missions de transporteurs, SpaceX n'a plus du tout d'affaires commerciales. Ils ont essayé de délocaliser au maximum avec des Mm. brokers, donc des courtiers qui achètent en quantité sur les missions de transporteurs du volume et ils revendent au détail par-ci par-là pour la startup Unseen Labs, avec la startup Gamma, avec X Entreprises. Et c'est comme ça que ça fonctionne autour de tout ce business. Mais le hardware, ça reste purement SpaceX. Et comme tu dis, ils ont des taxis qui les mettent en orbite. Ça, c'est SpaceX aussi qui fait ça. C'est juste Non, qu'ils décentralisent. non, c'est d'autres entreprises. C'est pas Ah ouais. SpaceX. En fait, l'objectif aujourd'hui de SpaceX, c'est d'arrêter d'avoir vraiment des intermédiaires. Donc, en fait, ils se basent sur les brokers, sur ces courtiers qui vont aller vendre ces emplacements-là au détail de leur côté. Donc, ça permet à SpaceX de gagner en fluidité autour des accords commerciaux et d'avoir quelques acteurs et pas des centaines d'entreprises à travers le monde. Où là, enfin, du moins, il y a aussi les plus gros acteurs. Là, ils y vont directement parce qu'on est sur du Hmm. grand compte, forcément. Ouais. Ils se contentent. Le mec, il dit il se contente. Ils se contentent de mettre en orbite. Ils se focalisent sur leur lancement, en C'est fait. ça, leur mission initiale, c'est-à-dire emmener quelque chose d'un point A à un point B, sauf que le Hmm. lanceur, il peut pas non plus être mobile autour de l'orbite. Donc là, Hmm. on appelle ces petits taxis qui vont livrer par-ci par-là. Waouh, je savais même pas que ça existait, tu vois. Et ça, C'est c'est un dingue. business qui se développe notamment beaucoup en Europe, avec la startup italienne D-Orbit, qui est plutôt présente, enfin qui était présente d'ailleurs sur ce vol. D'accord. C'est dingue. Mais ça, c'est possible depuis l'émergence des CubeSats. Parce qu'avant, bah, tu C'est ça. envoyais un gros satellite et puis tu Ouais, te posais même pas la question. Là, effectivement, il faut répartir plusieurs orbites. Waouh, tout à fait. impressionnant. Bah, tu vois, j'ai appris quelque chose. Bah justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'IoT, de toute cette connexion des appareils, des voitures grâce aux constellations de satellites. Bon, Hmm. malheureusement, l'orbite terrestre basse, ça va commencer à être surchargée. Mais ce qui Hmm. est certain, tu vois, ça va alimenter tout le divertissement ou tout ce qui se passe autour des voitures. Et Nvidia a annoncé dans cette phase du CES l'intégration de Nvidia GeForce Now, c'est-à-dire du gaming en cloud, du coup, cloud Waouh. gaming. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer sur ta bagnole. Bon, les voitures partenaires, Hyundai, Polestar par exemple. Par exemple, voilà, tu Ah, lances l'écran qui un jeu. tourne, ouah, c'est stylé. Et en fait, c'est un logiciel que tu peux mettre sur ton PC aujourd'hui hein, pour jouer en ligne à des jeux, sauf que tu n'as pas le matos pour. Mais Mhm. là, c'est une application qui va arriver sur des voitures électriques. L'objectif, c'est d'arriver sur ce divertissement de l'automobile à travers le gaming. On l'a vu récemment, tu vois, avec Tesla, avec la modèle S, Plaid, le modèle X. Et là, Hmm. les gars, ils se disent, on va pas non plus mettre un PC en interne, donc autant délocaliser sur un Ouais, cloud ouais, toute ouais. cette partie gaming. C'est-à-dire que c'est sur des data centers Mhm. où il y a des cartes graphiques qui tournent. Eh oui, Toi, tu d'accord. te connectes au software et ensuite, enfin, Ouais, au tu as besoin que logiciel, de à la connexion l'application. Internet.
ça, juste la connexion Internet. Ah Donc, c'est oui, là oui. où l'enjeu des constellations Internet, où tu as l'Internet à haut débit de partout. Mais Ah ouais. tu vois, toujours dans cette phase de divertissement, je te présente HoloRide. C'est une startup Ouais. qui est backée par Audi, donc par Volkswagen Group. Et son objectif, en gros, elle a développé un système sur les voitures de Volkswagen, des capteurs. Donc leur logiciel prend les capteurs de la voiture. Tu prends ton casque VR et tu vas pouvoir tout simplement jouer à des jeux en VR sans être malade dans ta voiture. C'est-à-dire que quand la voiture, elle avance, tu avances dans le jeu. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Ça permet d'habituer Mais non. l'oreille interne. Mais tu vois, le problème, c'est que tout le monde n'a pas d'Audi ou de Porsche. Donc, Ouais. ils se sont dit, notre objectif, c'est la croissance. Et on va créer un appareil de rétrofit. C'est ça, ça se fixe sur Mais ton non. pare-brise, comme ça, comme un GPS. Et peu importe, bah, là, justement, hein, là, c'est du La marketing. vieille Hein, ils ont Cadillac pris des années 50. c'est ça, ils se sont dit, oh, tu peux avoir même une Peugeot 206, tu peux avoir la VR dans ta voiture. Et tout se passe en fait sur la Waouh. partie logicielle. Ils ont leur petit truc leur petit capteur qui vont prendre ce qui se passe devant Il y a un et le accéléromètre dans restituer, le truc. Ouais. accéléromètre, lidar. Et tu as même sur les véhicules plus adaptés, carrément, si tu as un piéton, bon, tu as un affichage en fonction du jeu. Ça coûte par contre 700 balles à peu près. Ouais. Mais tu as un casque inclus et tu as un abonnement. C'est un petit peu comme le Game Pass d'Xbox. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo? Moi, personnellement, j'ai grandi avec la Nintendo DS, tu vois, dans la Hmm. voiture, sur les gros trajets. Toi, je sais pas ce que tu faisais en voiture. Moi, je regarde la route, C'était- mec. Sinon, sinon c'est pas possible pour moi. Tu vois, c'est l'intérêt de ces nouvelles technologies avec la VR où Mais à terme, par exemple, peut-être que tu vas. Enfin, oui, par exemple, peut-être qu'on fera un jour le podcast dans notre Dans voiture les voitures. autonome avec le Waouh, casque VR et parce que leur objectif, c'est de se carrément. concentrer aussi sur la partie business où tu vas Oui. pouvoir passer des calls avec, je sais pas, un client ou faire du meeting avec Gérard de la compta, bref. Mmh, mmh. Mais oui, carrément, on voit là, dans ce que tu as montré que tout ça, c'est pour préparer les gens à les occuper dans la voiture autonome, quoi. Soit tu as le côté divertissement pur, soit va falloir pouvoir bosser sur des outils, machin. Et là, quand tu vois que tu vas pouvoir travailler, je sais pas, visualiser comme si tu étais à ton bureau ou visualiser des dossiers, des machins avec un casque VR et pouvoir travailler, je ne sais trop comment. Enfin, la technologie se créera au fur et à mesure que ça viendra. Donc, on a du mal à imaginer, mais ouais, ça peut être marrant. Surtout le fait de pouvoir jouer. Parce que moi, le truc qui me fait le plus rire, c'est de pouvoir jouer aux jeux vidéo et que ça fonctionne par rapport à la façon de conduire, en fait. Si tu avances dans le jeu, si tu avances dans la voiture, ça avance, tu tournes à droite, tu tournes à droite. S'il voit quelqu'un, enfin, j'imagine un shoot them up, tu vois, tu sais, un espèce de zombie game FPS où tu dois tuer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans la rue, en fait, ça le modélise en tant que zombie. Ça serait tellement drôle, quoi. Et tu vois, c'est là où tu as le lien avec les Tesla, avec tout cet affichage de son environnement. Ouais, En grave. fait, on arrive sur cette partie où même le divertissement commence à l'utiliser, non pas juste pour la sécurité, mais là, Ouais, sur le carrément. cadre de divertissement. Donc, c'est plutôt incroyable. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est une startup qui a levé des fonds avec de sa propre crypto-monnaie. Donc, Mm. ils sont sur le Web3. Ils sont sur plusieurs technologies du futur, les cryptos, le Web3, la VR et la mobilité au maximum électrique pour eux. Ah ouais, grave. Non, mais là, un shoot 'em up qui serait avec une IA, tu sais, qui crée en temps réel par rapport à ce qu'elle voit en extérieur, personne n'aurait le même jeu jamais, en fait. Tu C'est vois? ça. Ça dépendrait toujours de ce que tu fais. Bon, après, si tu es dans un coin paumé où tu vois personne pendant 500 bornes, pour level up, ça va être compliqué. C'est sûr. Mais À part des vaches. ça peut être super drôle. Waouh. Extra, extra. On va retourner peut-être chez Tesla, vu qu'on parle d'innovation, de création, tout ça. Si tu le veux bien, on va aller du côté du Texas, parce qu'il se passe des trucs aussi intéressants là-bas. Parce que toujours plus grand, hein, on va dire, chez Tesla. Le siège social de Tesla maintenant est parti là-bas à Austin. Et le terrain fait 900 hectares, si on ne dit pas de bêtises. Et là, ils vont à nouveau agrandir la Gigafactory pour la modique somme de 716 millions. Hein, voilà, ils ne savent pas quoi faire de leur cash en banque. Et donc, ils vont faire plusieurs choses là-bas. Il va y avoir 4 parties, si tu veux. Il va y avoir une production de cellules
Drive Unit, Cathode et Cell Test Lab. Donc certainement que tout ça, ça va être les innovations qu'on avait vues pour préparer le Battery D avec les nouvelles cellules 4680. Donc il y aura un labo là-bas pour à la fois concevoir et travailler sur les nouvelles technologies des cellules, des batteries lithium-ion. Bon, là, voilà, ça va coûter 368 millions d'un côté, 200 millions de l'autre. Donc, tu vois que c'est des gros investissements. 1,4 million de pieds carrés. Et si je retrouve ma petite anti-sèche, ça représente 130 000 mètres carrés. Pour donner un ordre de grandeur, tu vois, quand tu vas dans un magasin Ikea qui est déjà assez grand, on va être aux alentours des 15 000 pour les plus petits. Et le plus grand, c'est celui de Nice qui est ouvert cette année. Il fait 33 000 mètres carrés, 32 000 mètres carrés. Et sinon, on est aux alentours de 20-25 000 mètres carrés pour un Ikea. Je ne sais pas si tu vas souvent ou si les gens qui nous écoutent vont souvent chez Ikea. Ça fait déjà de la grosse bête. Et là, c'est 130 000. Tu peux faire des petites courses en modèle 3 tranquillement. Puis ça reste dans la vibe Terrafactory, hein, c'est voir toujours Voilà. plus grand. Donc Ouais. ça me Et on surprend sait pas. qu'on en a besoin de produire plus de cellules possibles. Toujours dans les histoires de Gigafactory, Elon, avec son Elon Time, nous avait dit d'ici la fin de l'année, vous aurez peut-être une, voire deux Gigafactory d'annoncés supplémentaires. Ouais, j'ai peut-être pas vu passer l'info, mais pour l'instant, on n'a rien eu d'officiel. Mais repop une information selon quoi il serait en grosse discussion avec l'Indonésie. On en avait déjà parlé. Ça fait déjà au moins 2 ans qu'on entend parler de ça. Tout à l'heure, tu me faisais rappeler, c'est par rapport au nickel, hein, en Indonésie notamment. C'était coopération stratégique avec le gouvernement. On sait que le nickel pour les 4680, c'est primordial. Ouais. Avec certaines catégories de 4680, donc on comprend bien pourquoi ils veulent tenter d'y aller. Enfin, maintenant, est-ce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, tu vois. Tout à l'heure, je te disais en off qu'on avait aussi parlé d'une usine en Inde pour du photovoltaïque. Ouais. Ça ne s'est toujours pas fait. Il y a eu des rencontres avec le président de l'Indonésie. Lorsque le président de l'Indonésie est allé aux États-Unis, il a rencontré Elon sur place. On a aussi le ministre des investissements qui a parlé plusieurs fois avec les gens de chez Tesla. Donc, potentiellement, quand même, ça avance. Jusqu'où ça en est, on ne le sait pas. Mais voilà, c'est des petits leaks qui remontent de temps en temps. Donc, surtout avec des officiels qui disent être en discussion avec Tesla. Donc, bon, je pense qu'ils parlent avec beaucoup de gens, hein, Tesla. Mais bon, il y a quand même une possibilité que ça voit le jour quand même. C'est des affaires gouvernementales. Regarde la France, on parlait d'usines en France, finalement ça ne s'est pas fait. L'Allemagne. Projette-toi, il y a quelques années, sur un des épisodes du podcast, on avait parlé de Elon qui était au Royaume-Uni avec son jet. Ouais, On grave. avait potentiellement parlé d'une Gigafactory au UK. Chez Gravity Donc, Center, finalement, ça, c'est pas eux. donc, donc bon, c'est toujours Mais ces affaires à voir. oui, ça croît très très vite. Et je pense, de toute façon, il avait dit, je vous annoncerai une ou deux. Donc, ils en ont forcément une ou deux dans les cartons. Ils veulent produire 20 millions de voitures par an. Chaque gigafactory qu'ils annoncent, c'est entre 1 et 2 millions de voitures à terme. Donc, tu fais le calcul, tu as vite compris qu'il va falloir en produire très très vite, enfin, en ouvrir très très vite d'ici à 2030. Hein. Donc, on va parler justement de construction de Gigafactory, parce que même si Tesla n'a rien de concret, ça avance quand même vachement vite en Amérique du Nord, avec, regarde-moi ça, une liste là de toutes les Gigafactories qui vont arriver. Un fait capital, c'est que le coût du lithium-ion des batteries est en chute libre depuis, là on prend de 2008 à 2022, on a perdu quasiment 90% du prix. C'est juste énorme. On était quasiment à 1400 dollars en 2008 et on est à 150 dollars du kilowattheure, que là c'est au niveau du pack. Et dans un second temps, on nous montre donc tout ce qui va ouvrir en capacité d'ici à 2030. Les États-Unis ont une capacité en 2021 de 55 gigawattheures. Essentiellement, dans les 55, tu prends la Gigafactory de Tesla. 1000 gigawattheures en 2030. Genre une blague, tu vois. C'est un truc de fou. Le térawattheure atteint. C'est une croissance de malade. C'est quelque chose qui va être limite à la verticale. La fameuse S-curve. Du volume va être fait un petit peu de partout sur le globe. Donc forcément, le volume apporte
Des Une baisses de baisse, une prix. chute Et des prix, donc. là, c'est que les États-Unis. T'imagines qu'ils partent de rien, ils partent quasiment de zéro. La Chine, qui est déjà un des plus gros producteurs mondiaux aujourd'hui, va avoir la même croissance, la même courbe, suivre la même courbe. L'Europe, qui produit rien, a une dizaine, quinzaine de gigafactories aussi dans les tuyaux. Tesla nous avait dit, nous, tout seuls, on en produira 3 TWh à l'horizon 2030. Et les grands constructeurs mondiaux qui sont Catel, LG, ASK, tout ça, eux, ils disent on aura le térawattheure en 2025. Donc, on nous dit toujours ah oui, mais pour le stockage des batteries, pour les voitures, on n'en a pas assez. Pour le stockage des énergies renouvelables, il en faudrait énormément, on n'en produit quasiment pas. La donne est en train de changer, quoi. Les petits points rouges, c'est là où il y a des usines pour produire les voitures. Et au plus on va vers le bleu foncé, au plus il y aura une grosse production en termes de gigawattheures par an. Et tu vois que c'est concentré, les productions, proches des usines d'assemblage de voitures. Tu vois. Donc aux États-Unis, tu as le Michigan, tu as la Caroline du Nord, tu vas avoir là la Géorgie, tu vois, le Kentucky, tout ça. Voilà, on va produire des voitures là où on va produire des batteries pour réduire les coûts et faire du tout en un, comme Tesla avec ses gigafactories. Tout est fait au même endroit. Donc ça, c'est aussi, je trouve, assez intéressant. Et les États-Unis sont en train de changer de braquet, clairement, quoi. C'est très localisé au niveau du Texas et de la Californie. Nevada, c'est là où tu veux aller chercher ton lithium. Tu as un vrai pôle du côté est, ça c'est certain. Oui, parce que historiquement, les voitures, c'est Michigan, Ohio, Tennessee. Quelques années, on disait oui, peut-être que les constructeurs traditionnels, ils vont crever. Finalement, ils commencent à s'adapter. Et l'industrie de production des batteries, elles sont pas en mode on va aller à l'opposé. Non, elles se fichent toujours sur cette partie. Bon, on va aller à l'est parce que c'est là où tu as la plupart des constructeurs historiquement. Comme on disait, hein, Tesla n'y arrivera pas tout seul. Hein, donc, il faut bien que les autres s'y mettent. On avance, on va plus loin à plusieurs. On va finir sur les énergies renouvelables, faire voir un graphique qui montre l'acceptation du solaire, toujours aux États-Unis. J'aime bien parler des États-Unis parce que c'est vraiment le premier pollueur de la planète. Voilà, on dit si les États-Unis le font, bah, le reste du monde va le faire, tu vois. Et ça, c'est très intéressant, c'est l'acceptation des énergies renouvelables dans le mix énergétique américain. On nous dit les renouvelables, quand vous les ajoutez dans le réseau énergétique, ils ne font que s'empiler. Et en plus, ça ne fait rien de bon finalement, ça ne fait pas baisser l'empreinte carbone. Eh ben, il semblerait que non. Il semblerait que c'est un effet positif. Regarde, en bleu, c'est l'hydroélectrique. En marron, c'est la biomasse. En orange, le géothermal. Et après, on a le vert et le jaune, qui sont le vent et le solaire. On a le vent qui apparaît, qui a pris énormément. Tu vois, la S-curve, ça monte cash. Et on a le photovoltaïque qui prend le même chemin, pouf, une ligne droite là. Et parallèlement à ça, tu me diras, ah, mais est-ce que ça a un effet ou pas sur les émissions de gaz à effet de serre? Regarde. Donc oui, les énergies renouvelables ont bien un effet sur la consommation, enfin sur les émissions de CO2. Le charbon aux États-Unis, il a chuté de 50% à moins de 20 aujourd'hui. Voilà, je finirai juste sur ça. Tu vois. On avait déjà parlé de nos amis de chez Vestas. D'ailleurs, on a des abonnés qui travaillent chez Vestas. Je les salue. Mais là, on a un nouveau prototype d'éolienne qui a été mis en activité. La puissance, c'est 15 mégawatts. Une machine, une turbine, tu vois. Donc, les petites qu'on a en France sur Terre, c'est environ 3 à 6, mais je pense que c'est plutôt dans les 3 mégawatts. Les éoliennes que vous voyez sur Terre, là, c'est 15 mégawatts. C'est une machine énorme. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? Elle a, alors attends, le diamètre du rotor, là, c'est 236 mètres. C'est juste un truc de fou. C'est un monstre. Et ouais. C'est la plus grande turbine du monde. Donc, à l'hôtel, elle fait 280 mètres. C'est 80 gigawattheures par an. Une machine. Et ça équivaut à la puissance, enfin la consommation de 20 000 foyers européens. Enfin, une. Et ça équivaut à 38 000 tonnes de dioxyde de carbone pas utilisées, ou alors enlever 25 000 voitures des routes. Mais une nouvelle génération qui arrive, Hmm. qu'est-ce que ça va être?
Est-ce que ça va continuer encore? Bah, ça, j'en sais rien. Quelle est leur capacité de croissance? Mais tu vois, toutes ces machines-là, c'est des machines qui sont faites pour être mises par grand vent, qui vont aller chercher des vents en altitude ou mettre après en offshore. Voilà, on a un potentiel qui est fou, qui n'a pas été encore utilisé. Une bête comme ça équivaut à 4-5 machines terrestres. Donc, Tu vas pouvoir faire une petite vidéo où tu les appelles, tu dis les gars, on peut, vous pouvez m'installer une éolienne et tu vas brancher ton EcoFlow dessus et tu vas créer ton mais vrai labo là avec ton éolienne. Il manque plus que ça. on en reparlera, mais j'ai vu passer une news justement sur une petite éolienne comme ça qu'on pourrait utiliser sur une batterie. Oui, on va de plus en plus de toute façon vers la décentralisation, vers le fait de pouvoir produire sa propre énergie. C'est ce qu'il disait là sur l'article de Clean Technica, justement, que c'est la première fois où le renouvelable prend le pas et c'est la première fois de l'humanité où les individus peuvent eux-mêmes produire leur propre énergie, non seulement pour vivre, et en plus pour se déplacer. Donc, plus cette technologie des batteries, plus ci, plus là. Donc, c'est assez intéressant, hein, tout ça. En 2 ans, ça a quand même très bien évolué, hein, le Ouais, secteur. ça a explosé, ça a explosé. Donc, c'est bien de faire un petit point, un petit bilan là. C'est pas mal. Mathias, est-ce que l'on se quitterait pas là pour ce premier épisode de la saison 2? Je pense qu'on a vu pas mal de choses. On a peut-être un peu rushé. Donc, si en partie commentaire, vous voulez avoir plus d'infos, plus de détails, discuter de sujets dont on a parlé aujourd'hui, ça sera avec grand plaisir. N'oubliez pas plusieurs choses. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à la chaîne de Mathias, Math sur Mars. Le lien est en description. C'est très important, c'est très intéressant aussi de pouvoir faire ce lien entre les énergies renouvelables, les voitures électriques, le spatial, tout ça. C'est super intéressant. N'oubliez pas d'aller voir la question de la semaine également. On attend vos réponses pour en débriefer la semaine prochaine. Et puis voilà, tous vos commentaires sont bons à prendre. L'épisode sera en version audio également. Et puis balancer des pouces en l'air aussi, parce que ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube, n'est-ce pas, mon cher Mathias? Bien évidemment. Et là, le taux de visionnage, la moyenne, elle va aussi monter grâce à la durée. Écoute, juste pour conclure, qu'est-ce que tu vas sortir comme vidéo cette semaine? Sur quoi tu travailles? Alors, là, mardi, je ressors une vidéo sur les voiles solaires sur Gamma, où je vais plus approfondir le sujet, donc c'est la bonne opportunité pour venir en apprendre plus. J'ai sorti très récemment une vidéo avec le parallèle du monde d'Avatar sur l'Unoptamium. Est-ce que c'est une ressource presque similaire que l'on a sur la Lune? Question là-bas, et puis je reste toujours actif autour du spatial asiatique. C'est un truc qui grandit. La Corée du Sud évolue en termes de mobilité électrique, ça on le sait, mais aussi en termes de spatial. Donc, je reste toujours actif sur ce point-là. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde et merci Mathias pour ce retour. Merci Jérémy, à bientôt. Ciao.